J'ai parcouru 320 km à travers une tempête de neige pour retrouver ma mère, puis je l'ai vue geler devant une station-service. Bonjour, je m'appelle Greta. J'ai reçu un appel à 10h07 du matin. Le genre d'appel qui ne fait pas que vous réveiller, il vous vide de quelque chose. Ma mère a été retrouvée recroquevillée devant une station-service en plein blizzard. Sans manteau, sans chaussures, juste des bleus. Et les personnes qui l'ont laissée là? Mon frère et sa femme. Mais ce n'était pas le pire. Ce qui m'a anéanti, c'est de réaliser que ce n'était pas la première fois qu'il lui faisait du mal. C'était juste la première fois qu'elle ne pouvait plus mentir pour eux. Alors, j'ai conduit sur 200 miles à travers la neige et le silence, droit vers une vérité à laquelle je n'étais pas préparé. Que faites-vous quand les personnes qui vous ont élevé sont celles contre qui vous devez vous protéger mutuellement? La neige tombait depuis des heures, douce d'abord, puis lourde et déterminée. Je pouvais l'entendre pousser contre la vitre comme un animal agité. Mon appartement à Minneapolis semblait inhabituellement calme. J'avais une tisane à la camomille qui refroidissait à côté de mon ordinateur portable, une rediffusion d'une émission de faits divers en sourdine en arrière-plan, et des dossiers d'ébauche juridique étalés sur la table de la cuisine. Un mardi soir typique. J'étais à mi-chemin d'un courriel à un client quand mon téléphone s'est allumé. 3 appels manqués, tous de numéros inconnus. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être du spam ou, pire, quelqu'un du travail ayant besoin de formulaires de dernière minute. J'allais poser le téléphone face contre table quand il a de nouveau vibré, illuminant la pièce assombrie comme une fusée de détresse. Greta Von, a demandé une voix. Masculine, calme, officielle. Oui. Ici l'agent en lit de la police de Rochester. Êtes-vous parente d'une certaine Delora Von? Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas le nom, c'était la façon dont il l'avait dit avec précaution, comme si je pouvais me briser s'il se trompait. Je suis sa fille. Il y a une femme qui correspond à sa description, a-t-il dit. Trouvée devant une station-service Speedway il y a environ 1 heure. Elle portait des chaussons, n'avait pas de papier d'identité, pas de manteau, et était désorientée. Elle va bien, juste frigorifiée, mais elle n'a pas voulu qu'on l'emmène à l'hôpital. Elle a dit qu'une certaine Greta saurait quoi faire. J'ai cligné des yeux 1 fois, 2 fois, essayant de concilier l'image de ma mère, Delora Von, la femme qui m'avait un jour dit que j'étais une déception professionnelle, avec celle d'une personne laissée grelottante devant une station-service dans un blizzard du Minnesota. Je suis à 200 miles de là, ai-je murmuré, puis plus fort, dites-lui que j'arrive. Cela faisait 7 ans que j'avais quitté Rochester. 7 ans que je ne m'étais pas trouvé dans la même pièce que ma mère. Elle n'avait pas appelé, pas écrit, ni demandé de mes nouvelles depuis que j'avais pris un poste en ville. C'était le genre de mère qui se souvenait des anniversaires quand cela lui donnait quelque chose dont elle pouvait se vanter et les oublier quand elle était en colère. Mais il y avait quelque chose dans cet appel, cela a ouvert une brèche. Je n'ai pas fait de valise. Je n'ai même pas changé de chaussures. J'ai attrapé mon manteau, mes clés et la trousse de premier secours sous l'évier, et je suis sorti. Les routes commençaient déjà à givrer. J'ai dérapé 2 fois dans les 10 premiers pâtés de maison et j'ai continué malgré tout. Mes essuie-glaces luttaient contre la neige, étalant plus qu'ils ne dégageaient. Je gardais les mains fermement serrées sur le volant, les yeux fixés sur les faisceaux de lumière qui fendaient la tempête. Le silence à l'intérieur de la voiture était assourdissant. Pas de musique, pas de radio, juste mes pensées qui défilaient comme des trains de marchandises. La dernière fois que j'ai vu Delora, nous étions au milieu d'une dispute dans la cuisine. J'avais obtenu une bourse complète pour un programme de droit dans un autre État. Elle avait dit que je l'abandonnais. Avait dit, ne reviens pas ici si tu penses que tu vaux mieux que cette famille. Je ne l'ai pas fait. Mais ce soir-là, sa voix résonnait à mes oreilles, paniquée, incertaine, dépouillée de toute son âpreté. Je l'imaginais, non pas comme la femme qui m'avait fait tomber un verre de la main à 17 ans, mais comme la mère effrayée de quelqu'un au milieu d'une tempête de neige. Les miles fondaient derrière moi, un tronçon périlleux à la fois. Les stations-service étaient fermées. Les phares étaient rares. J'ai traversé des villes auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années, leurs contours à peine visibles derrière les bourrasques. J'ai passé le panneau de bienvenue de Rochester vers 4h10 du matin. Mes jointures étaient blanches à force de serrer le volant. Mon souffle embuait le pare-brise de l'intérieur. Je suis entré lentement sur le parking du Speedway, les pneus crissant sur des couches de neige compactées. Et puis je l'ai vue. Elle était recroquevillée sur le côté du bâtiment,
entre une benne à ordures et un distributeur de soda à moitié gelé. Ses chaussons étaient trempés. Ses doigts étaient nus. Elle portait ce qui ressemblait à une vieille robe de chambre superposée à une chemise de nuit tachée. Ses cheveux étaient en désordre et ses lèvres gercées, comme si elle n'avait pas goûté à l'eau depuis des jours. J'ai arrêté la voiture si brusquement que j'ai failli glisser dans un banc de neige. J'ai laissé la portière ouverte derrière moi en courant. « Maman », ai-je dit. Je ne l'avais pas appelée comme ça depuis des années. Elle n'a pas réagi au début. Ses yeux étaient vitreux, clignant lentement. Puis finalement, la reconnaissance a vacillé sur son visage. « Tu n'aurais pas dû venir », a-t-elle râpé. « Je vais bien. J'ai juste glissé. C'est tout. » Ma gorge s'est nouée. Un bleu se formait le long de sa pommette, s'épanouissant comme de l'encre sous une peau pâle. « Viens », dis-je en essayant de la soulever. « Allons te mettre au chaud. » Elle a grimacé quand j'ai touché son bras. Son corps s'est tendu comme si elle s'attendait à un coup, pas à de l'aide. Une voiture de police tournait au ralenti à proximité. Le même agent qui m'avait appelé est sorti et m'a fait un signe de tête discret. « Elle n'a pas voulu qu'on la touche », a-t-il dit doucement, en tendant une couverture en polaire. Elle a dit que quelqu'un viendrait. Je l'ai enroulée autour de ses épaules. Elle a résisté une seconde, par fierté ou par entêtement. Je ne pouvais pas dire. Mais ensuite, elle s'est appuyée juste un peu contre moi. Je l'ai aidée à monter dans la voiture, j'ai mis le chauffage à fond et j'ai tourné les aérations vers son visage. Pendant un moment, nous sommes restés assises là. La neige tombait comme des confettis dehors, recouvrant tout d'une fausse sérénité. Elle ne parlait pas. Moi non plus. Je lui ai tendu une bouteille d'eau de la console, et elle l'a bu à petites gorgées comme si elle n'avait rien goûté de réel depuis des jours. Elle a dit certaines choses, a dit l'agent en se penchant par la fenêtre passager. Je ne suis pas sûr de la part de vérité. Elle a mentionné un fils, a dit qu'il l'avait frappé. L'a mise dehors. Vous devriez peut-être vous pencher sur la question. Mon estomac s'est glacé. Kellen, ai-je demandé. L'agent a fait un léger signe de tête, comme s'il n'était pas sûr de devoir en dire plus. Elle a dit qu'elle était confuse, qu'elle avait tout imaginé, a-t-il ajouté. Mais elle a aussi dit qu'elle ne voulait pas mourir dehors, que peut-être quelqu'un se souviendrait d'elle. J'ai regardé ma mère. Elle fixait droit devant elle, les lèvres tremblantes, les yeux humides. J'ai tendu lentement la main et j'ai pris la sienne. Je me souviens de toi, ai-je murmuré. Je n'ai pas répondu tout de suite. Les mots de l'agent flottaient dans l'air comme un brouillard qui refusait de se dissiper. Kellen a dit qu'elle était confuse, qu'elle avait tout imaginé. Mes yeux ne quittaient pas son visage. La neige tourbillonnait derrière lui, s'accrochant au bord de son chapeau, fondant dans le col de son manteau. Je pouvais voir le malaise s'installer dans sa posture. Non pas à cause du froid, mais de la vérité qu'il croyait probablement mais ne pouvait pas dire à voix haute. J'ai hoché la tête une fois. Lentement. Merci de m'avoir prévenu. Le trajet jusqu'au motel fut silencieux. Les routes étaient encore glissantes, mais les chasse-neige avaient commencé leur tournée. Je connaissais l'endroit où je me dirigeais, le seul endroit bon marché encore ouvert dans ce quartier de la ville. Le genre d'endroit où le chauffage fonctionnait la moitié du temps et où la moquette sentait comme si quelqu'un avait essayé de couvrir la moisissure avec un nettoyant à l'odeur de pain. Je nous ai enregistrés sans parler plus que nécessaire. J'ai glissé ma carte d'identité sur le comptoir avec un regard qui disait « Ne posez pas de questions ». Le réceptionniste ne l'a pas fait. Delora traînait les pieds derrière moi, enveloppée dans la couverture que l'agent lui avait donnée. Elle n'avait pas dit un mot depuis que nous avions quitté la station-service. Quand nous sommes arrivés dans la chambre, elle s'est dirigée directement vers le bord du lit et s'est assise comme quelqu'un qui attend la permission de respirer. Je lui ai apporté un gobelet en polystyrène de soupe chaude du distributeur automatique. Elle l'a regardé comme si je lui avais tendu une arme chargée. Je n'ai pas insisté. Je connaissais ce regard, le même que je lançais à l'infirmière de l'école quand elle me demandait si quelqu'un à la maison me faisait du mal. À l'époque, je disais non. Je souriais trop largement. Je prétendais que tout allait bien. J'étais devenue experte dans l'art de faire semblant. Elle n'a pas touché à la soupe. Au lieu de cela, elle a fixé le mur, puis la lampe, puis le sol au tout sauf moi. J'ai sorti la trousse de premier secours de la poche de mon manteau, je me suis accroupi à côté d'elle. Ses doigts étaient gercés, fendus près des jointures. Son poignet était sensible au toucher. On dirait une entorse,
dis-je, plus pour moi-même que pour elle. Elle a tressailli quand je l'ai bandée. Je ne suis pas tombée, dit-elle doucement, les yeux fixés sur le mur. Je n'ai rien dit. Elle m'a alors jeté un regard, juste une seconde. Pourquoi es-tu venu? Je me suis levé. Parce que tu ne méritais pas de geler sur un parking, peu importe ce qui s'est passé. Un long silence. Puis, si faiblement que j'ai failli le manquer, elle a marmonné, ne le laisse pas tout prendre. Je me suis retourné brusquement. Quoi? Mais ses yeux étaient de nouveau fermés, sa respiration lente, comme si elle n'avait pas parlé du tout. Je n'ai pas dormi. Je me suis assise sur le bord du deuxième lit, à regarder les stores bon marché qui se balançaient à cause du chauffage. Son téléphone a vibré une fois, un vieux modèle a clapé qu'elle avait depuis que j'étais à l'université. Je l'ai vérifié. Une barre de batterie restante, un message vocal. J'ai hésité un instant, puis j'ai appuyé sur lecture. C'était Kellen. Tu me mets dans l'embarras, maman. Continue comme ça et je ferai en sorte que personne ne te retrouve. Ma gorge s'est serrée. La voix n'était pas en colère. C'était pire, calme, plate, comme s'il donnait des instructions à un plombier. J'ai serré le téléphone si fort qu'il a craqué dans ma main. J'avais passé des années à construire une vie où cette voix ne pouvait pas m'atteindre. Et la voilà, rampant dans l'air, froide et calculatrice. Je me suis souvenu d'avoir 16 ans, enfermé dans la salle de bain du bas, tenant une serviette contre mon nez, le sang l'imbibant. Delora de l'autre côté de la porte disant, tu le pousses toujours à bout. Il a plus de pression que toi. Tu devrais faire preuve de plus de discernement. Elle le protégeait, même de moi. La douleur n'était pas seulement ancienne. Elle était fossilisée. Et l'entendre à nouveau n'a pas rouvert la blessure. Cela m'a rappelé qu'elle n'avait jamais guéri. Je suis sorti de la chambre de motel, j'ai laissé le froid frapper ma peau comme une gifle. Je n'ai pas crié. Je ne pouvais pas. Mais mon corps tremblait. La rage et la clarté se sont heurtés comme l'huile et l'eau. J'étais venu ici pour l'aider. Maintenant, je savais que je devais la protéger de lui. Je suis retourné à l'intérieur. Delora était réveillée, ses yeux me suivaient. Je n'ai pas attendu. Est-ce qu'il t'a frappé? Elle a cligné des yeux. Il ne voulait pas. Je n'aurais pas dû protester. Protester à propos de quoi? Elle a hésité, ses lèvres pressées l'une contre l'autre, formant une ligne serrée. La maison, dit-elle finalement. Les comptes. Je n'aurais pas dû signer. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil en face d'elle. Que as-tu signé? Tout. Je lui ai donné accès à la maison, à la banque. Il a dit qu'il gérerait ça, m'aiderait avec les factures. A dit que je ne pouvais plus m'en occuper. Et tu l'as cru? J'étais fatigué. Ton père, quand il est décédé, Kellen a pris le relais. Je pensais? Sa voix s'est brisée. Je pensais qu'il prendrait soin de moi. Et maintenant tu dors à côté d'une benne à ordures, dis-je, trop sèchement. Elle a tressailli. Ne me parle pas comme ça. Alors ne me mens pas comme si j'avais encore 15 ans. Nous n'avons pas parlé pendant une minute entière. Puis elle a murmuré, tu as toujours voulu partir. Je pensais que tu étais parti pour de bon. C'était le cas, dis-je, jusqu'à ce que ton nom apparaisse sur un rapport de police. Je ne pouvais plus rester assise. J'ai attrapé les clés, je suis allé à la voiture et je me suis assise à l'intérieur. Le volant était froid. Mon souffle embuait la vitre. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les souvenirs venir. Kellen organisant une fête d'anniversaire à laquelle je n'étais pas invité. Maman encadrant son diplôme de lycée pendant que le mien prenait la poussière dans un tiroir. Le jour où je suis parti pour l'université, Delora ne m'a même pas accompagné à la porte. Ce n'était pas seulement la trahison. C'était l'investissement. Toutes ces années à essayer de prouver que je méritais une place dans ma propre famille. Et maintenant, tout s'effondrait parce qu'elle voyait enfin ce que j'avais toujours su. Je n'étais pas venu ici pour me venger. Mais je ne partirai pas sans la vérité. Il était un peu plus de midi quand je me suis garé dans l'allée de Kellen. La neige s'était calmée, mais le vent avait encore un mordant, assez vif pour trancher les manches de mon manteau. Je suis resté dans la voiture plus longtemps que nécessaire, fixant la maison que j'appelais autrefois mon foyer. Elle n'avait pas changé. Même revêtement en vinyle beige, même fissure sur la marche du perron que papa n'avait jamais réparé. De l'extérieur,
elle avait l'air solide, fiable, un endroit où tout avait un sens. Mais je savais mieux. Kellen avait accepté à contre-cœur de me laisser passer pour prendre quelques affaires de Delora. Je lui avais dit que je serais rapide. Il n'avait pas l'air content. L'était-il jamais? Mais il n'a pas discuté. Peut-être qu'il a pensé que me laisser me promener dans la maison pendant 10 minutes était plus facile que d'attirer davantage l'attention sur le désordre qu'il avait créé. J'ai frappé par habitude, puis j'ai poussé la porte. Elle a grincé comme elle l'avait toujours fait. L'odeur m'a frappé en premier. Du nettoyant au pain mélangé à ce que Reva avait cuisiné, une sorte de sauce avec beaucoup trop d'ail. Je suis entré, essuyant mes bottes sur le paillasson qui disait toujours « le foyer est là où est le cœur ». Même si nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Le couloir s'étendait devant moi, et c'est là que je les ai vus. Les photos. Des dizaines de cadres tapissaient le mur. Kellen en bas âge, souriant avec du gâteau étalé sur ses joues. Kellen en uniforme de football. Kellen et Reva le jour de leur mariage. Tout en sourire et en coiffure coûteuse. Leur fille, Avery, à chaque étape, remise des diplômes de maternelle, récital de ballet, premier jour de collège. Même une impression encadrée de Reva à sa remise de diplômes universitaires, portant une écharpe comme si elle avait découvert quelque chose que personne d'autre n'avait jamais découvert. J'ai marché lentement, scrutant chaque cadre, chaque bribe de vie capturée et organisée. Et puis je l'ai trouvé, ou plutôt ce qu'il en restait. Une vieille photo de famille, celle de 1999. Je me souvenais de ce jour. Elle avait été prise devant l'église après le service de Pâques. Je portais une robe bleu pâle qui, selon maman, me donnait un air délavé. Tout le monde était en ton pastel. Nous ressemblions à l'une de ces familles de catalogue. Mais dans cette version, la photo avait été soigneusement recadrée. Mon côté du cadre, mon épaule, mon sourire, l'inclinaison de ma tête disparut, comme si je n'avais jamais été là. Delora m'avait dit un jour que cette photo était trop grande pour le mur. J'avais l'habitude de penser qu'elle le disait au sens propre. Maintenant, je comprenais. J'ai reculé lentement. Mon pouls battait comme un métronome dans mes oreilles. J'ai essayé de rester calme, de prétendre que ce n'était pas une gifle en plein visage, mais ça l'était. Chaque cadre était un rappel que j'avais été effacé, un souvenir recadré à la fois. Puis est venue la voix qui ne m'avait pas manqué. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes, dit Reva derrière moi. On se débrouillait très bien. Je me suis retourné pour lui faire face. Elle portait une robe de chambre en soie et tenait une tasse de café comme si le monde lui appartenait. Peut-être qu'elle le pensait. Je ne suis pas ici pour bavarder, dis-je. Clairement, répondit-elle en haussant un sourcil. Tonton ne s'est pas adouci avec le temps. Vous l'avez mise dehors dans une tempête de neige, dis-je en gardant ma voix égale. Ce n'est pas quelque chose que les gens oublient. Reva a levé les yeux au ciel. Tu ne connais vraiment pas la moitié de l'histoire, Greta. Alors raconte-moi, dis-je. Dis-moi ce qu'elle a fait pour mériter le trottoir. Elle a siroté son café, laissant le silence s'étirer. Elle est instable depuis un moment en paranoïaque, confuse, accusant Kellen de choses que toi et moi savons qu'il ne ferait jamais. Je l'ai fixée, la priant de scier. Comme quoi? Elle a prétendu qu'il l'avait volée, dit-elle d'un ton plat. A dit qu'il l'avait manipulée pour lui faire signer la maison. Tu peux y croire? Après tout ce qu'il a fait pour elle? Elle a signé la maison, demandai-je, l'estomac noué. Oh, s'il te plaît, se moqua Reva. Ce n'est pas comme si elle l'utilisait correctement. La maison tombait en ruine, et Kellen n'arrêtait pas de la renflouer. Elle ne se souvient même pas d'avoir payé ses factures. J'ai fait un pas de plus. Et donc quoi? Vous avez décidé de la pousser dehors dans un banc de neige jusqu'à ce qu'elle cesse d'être gênante? Elle a incliné la tête. Tu penses vraiment que c'est ton heure de gloire, n'est-ce pas? Tu reviens en ville en trombe et tu joues les héroïnes. Mais tu n'étais pas là. Tu n'as pas à juger ce que nous avons dû supporter. Tu as raison, dis-je. Je n'étais pas là. Mais je suis là maintenant. Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste retournée et est repartie dans la cuisine comme si la conversation était terminée. Peut-être que c'était le cas pour elle. Je me suis détourné du mur de photos et j'ai longé le couloir jusqu'au placard à côté des escaliers. Je me souvenais que Delora y gardait de vieux albums photos. Des albums de coupures, des boîtes étiquetées par année, remplies de talons de billets,
de cartes d'anniversaire et de reçus de vacances que nous n'avons plus jamais faites. Le placard était un désordre de bacs en plastique et de décorations de Noël. J'ai fouillé dedans un par un, soulevant les couvercles, déplaçant les boîtes, et puis je l'ai vue. En carton, couverte de poussière, avec du marqueur noir griffonné sur le dessus, 1999, Greta. Je l'ai traîné dans le couloir et j'ai ouvert les rabats. À l'intérieur, mon diplôme de fin d'études secondaires, toujours dans son enveloppe d'origine, une carte d'anniversaire sans signature, juste les mots « Fier de toi », d'une écriture inclinée, et une lettre d'acceptation à l'université déchirée en deux, puis recollée avec du ruban adhésif. Je me suis assise par terre, les jambes repliées sous moi. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus 16 ans. Je n'attendais pas que quelqu'un me dise que j'avais de l'importance. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos. Chaque objet, un par un. De la documentation, pas de la nostalgie. Ce n'était pas un voyage dans le passé. C'était des preuves, pas des souvenirs. Les mots de Madame Lopez s'accrochaient à moi comme un air humide alors que je me tenais juste à l'entrée de la cuisine, fixant le carrelage. Elle a dit qu'elle avait vu du sang. Et la façon dont elle l'avait dit mesurée, mal à l'aise, comme quelqu'un qui avait vu quelque chose de mal se dérouler et n'avait jamais pu le nommer, m'a laissé une oppression dans la poitrine que je ne pouvais pas secouer. La cuisine n'avait pas changé. Mêmes armoires jaune pâle à la peinture écaillée, même luminaire démodé qui bourdonnait faiblement quand il chauffait. Le seul nouvel ajout était une rangée de pots d'épices d'allure coûteuse alignée au-dessus de la cuisinière. La touche de Reva, sans aucun doute. Tout dans cette maison criait encore la familiarité, mais rien ne ressemblait à un foyer. J'ai pris une lente inspiration, puis je suis sorti par la porte arrière, traversant la cour qui séparait notre propriété de celle de Madame Lopez. La neige crissait sous mes bottes, le chemin glissant et inégal. C'était la fin de l'après-midi maintenant, le genre de lumière grise et terne qui donnait l'impression que tout était en pause entre le jour et la nuit. J'ai frappé 2 fois à sa porte moustiquaire. Il a fallu quelques secondes avant que j'entende ses pantoufles traîner sur le linoléum à l'intérieur. Quand elle a ouvert la porte, ses yeux se sont légèrement écarquillés. « Greta ?»« Bonjour, Madame Lopez, dis-je. Désolé de passer à l'improviste. » Son regard s'est adouci. « Tu as bien grandi, murmura-t-elle. Tu ressembles à ton père. » Sérieuse, silencieuse. « Entre. » J'ai de l'eau chaude sur le feu. À l'intérieur, la maison sentait la mélisse et le vieux papier. Je me suis assise à sa petite table de cuisine pendant qu'elle versait 2 tasses de thé, ses mains tremblant légèrement en les posant. Je n'ai pas perdu de temps. Vous m'avez dit que vous aviez vu ma mère dehors cette nuit-là, en sang. Elle a hoché la tête, les lèvres pressées. C'était après 21 heures. Je venais d'éteindre la télé quand j'ai entendu des cris à côté. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois-ci semblait différente. Je suis allé à la fenêtre, et c'est là que je l'ai vue. J'ai attendu. Elle titubait comme si ses jambes n'étaient pas stables, portant cette horrible robe de chambre. Et il y avait du rouge sur sa main, sur sa joue. Elle avait l'air effrayée. Avez-vous vu qui était avec elle? Elle a secoué la tête. Non, mais quelqu'un a claqué la porte derrière elle très fort. J'ai posé mon thé. L'avez-vous signalé? J'aurais dû, dit-elle, la voix baissant. Mais c'est ton frère, et ta mère a toujours été fière. Elle ne voulait pas que quelqu'un se mêle de ses affaires. J'ai hoché la tête. Merci de me l'avoir dit. En partant, elle m'a interpellé, fais attention, Greta. Il y a de l'histoire dans cette maison, et elle n'est pas toute ancienne. De retour de l'autre côté de la cour, je suis rentré dans la cuisine et j'ai de nouveau balayé la pièce du regard, plus délibérément cette fois. Un porte-assiette était suspendu au-dessus du comptoir, un tiroir légèrement entrouvert. Les mots de Delora résonnaient dans ma tête. La maison, les comptes. Quelque chose s'était passé ici. Pas seulement physiquement, mais quelque chose de plus profond. Un changement de pouvoir, une confrontation qui avait fissuré la surface de leur soi-disant harmonie. J'ai ouvert le tiroir fourre-tout et j'ai trouvé un reçu coincé derrière un vieux menu à emporter. Il provenait d'un cabinet d'avocats, daté de 2 mois. La mention, transfert de propriété, signature finale. Qu'Hélène avait pris possession de la maison. Le nom de Delora avait été retiré. Dehors, j'ai fait le tour de la maison jusqu'au portail latéral. Alors que je m'apprêtais à l'ouvrir, j'ai entendu des pas derrière moi.
Tu fouines, dit Reva d'un ton plat. Je me suis retourné pour la trouver près du garage, les bras croisés, habillée comme si elle avait attendu ce moment. C'est ce qu'on fait quand quelqu'un a enterré quelque chose, ai-je répondu. Sa bouche a tressailli. Tu te crois maligne? Je crois que j'en ai fini d'être silencieuse. Elle s'est approchée. Tu crois vraiment que tu peux démêler ça? Que quelqu'un va te prendre au sérieux? Tu as fui cette famille. Je n'ai pas fui, dis-je calmement. J'ai survécu. Elle m'a examiné, les yeux se plissant. Tu ne fais pas que te mêler de nos affaires. Tu essaies de défaire tout ce que nous avons construit. Non, dis-je. Vous l'avez construit sur la douleur de quelqu'un d'autre. Cette maison n'a jamais été à vous. Ce nom n'a jamais signifié seulement Kellen. Elle a ri alors, un rire bref et sec. Ma chérie, si tu étais plus intelligente, tu serais mariée avec du pouvoir, pas en train de chercher de la pertinence. Je n'ai pas scié. Le pouvoir n'efface pas les preuves. Et je suis doué pour trouver des preuves. Elle m'a foudroyé du regard. Tu le regretteras. Je regrette déjà de ne pas être revenu plus tôt. Je l'ai laissé là, le vent tirant sur son foulard de soie, et je suis retourné au motel. Delora dormait, recroquevillée sur le côté le plus éloigné du lit. Je me suis assise au petit bureau, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout organiser, les reçus, le message vocal, les notes de Madame Lopez, les photos de la boîte étiquetée 1999, Greta. Chaque élément a été placé dans un dossier étiqueté. J'ai composé un court courriel et l'ai envoyé à l'adresse professionnelle de Kellen. Objet, Delora a des problèmes de mémoire, mais pas moi. Corps du message, rencontrons-nous. Pas de signature. Le lendemain matin, Delora a bougé alors que je lui versais une tasse de café. Sa voix était rauque. J'ai entendu ton père dire un jour, un tiroir ne se casse que lorsqu'on l'ouvre trop fort. Je me suis assise à côté d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ses yeux n'ont pas rencontré les miens. Il a poussé le tiroir trop fort. Cette nuit-là, je lui ai dit que j'allais tout te raconter. Ça lui a fait peur. Ma poitrine s'est serrée. Il y avait plus? Elle a hoché lentement la tête. Il a dit que je ruinerais tout. Que je te retournerais contre la famille. Que tu l'utiliserais contre lui. Et allais-tu me le dire? Elle m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Pas de Kellen, mais de moi. Je ne voulais pas perdre mes 2 enfants. J'ai dégluti difficilement. Tu n'as jamais eu les 2. Tu en as juste choisi un. Elle ne l'a pas nié. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai de nouveau vérifié le salon, les yeux cherchant n'importe quoi qui pourrait contenir plus de vérité. J'ai trouvé un petit babyphone caché derrière un vase décoratif. J'ai vérifié l'arrière. Il avait une carte micro SD. Je l'ai prise. Dans une pharmacie locale, j'ai acheté un lecteur de cartes et je l'ai branché sur mon ordinateur portable. Il y avait 10 fichiers. Le plus récent était horodaté de la nuit où elle a été jetée dehors. J'ai cliqué sur lecture. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Après avoir cliqué sur lecture, le temps s'est tordu en quelque chose d'inconnaissable, plus un poids qu'un mouvement. Mes yeux sont restés fixés sur l'écran, mon souffle retenu en otage quelque part entre l'incrédulité et le dégoût. La vidéo n'était pas cinématographique. Pas d'angle dramatique, pas de son clair. C'était granuleux, l'objectif légèrement décentré, mais je pouvais voir tout ce que j'avais besoin de voir. L'horodatage dans le coin inférieur indiquait 20h14. Delora se tenait près du comptoir de la cuisine. Elle paraissait petite dans ce cadre, comme une invitée dans sa propre maison. La voix de Kellen s'est d'abord infiltrée, plus forte que dans mon souvenir, aboyant à propos de factures, de responsabilités, de son manque de gratitude. Elle a dit quelque chose à propos de son compte, qu'elle devait vérifier les retraits. Puis, sans avertissement, il s'est avancé vers elle. Le mouvement n'était pas sauvage. Il était pratiqué, un revers de la main sur la joue. Elle a trébuché contre le comptoir, sa tête heurtant le bord avec un craquement écœurant. Des assiettes ont cliqueté sur le séchoir. Elle s'est effondrée sur le carrelage. Quelques secondes plus tard, Reva est entrée dans le champ, tenant son téléphone, jetant un coup d'œil à Delora, affalée sous elle, et a continué son chemin. Je l'ai regardée encore et encore. À la 3e fois,
ma main tremblait si fort que j'ai dû la stabiliser sur le bord de la table. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas un malentendu. C'était de la maltraitance, documentée et horodatée, et personne n'avait levé le petit doigt. J'ai téléchargé la vidéo dans un dossier cloud sécurisé et l'ai étiqueté sobrement « Maman 1401 preuves ». Pas d'embellissement, pas de titres émotionnels, juste des faits, juste la vérité. Dehors, le vent hurlait encore, la neige diminuait. À l'intérieur de la chambre de motel, je pouvais entendre Delora bouger dans son sommeil. J'ai fixé l'image fixe, son corps sur le sol, une main recroquevillée sous ses côtes, et je me suis détesté de ne pas être revenu plus tôt. Le matin est arrivé, gris et lourd. J'ai attendu qu'elle bouge avant de faire glisser l'ordinateur portable vers elle, en mettant la vidéo en pause juste avant le moment de l'impact. Elle a cligné des yeux en regardant l'écran. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. « Quelque chose que tu dois voir. » Elle s'est penchée lentement. Quand elle a reconnu la vidéo, elle a tressailli comme si son corps se souvenait avant que son esprit ne puisse rattraper. « Je ne. » a-t-elle murmuré. « Ne dis pas que tu ne te souviens pas. Je sais que tu t'en souviens. » Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'en est sorti. « Tu m'as dit qu'il ne le pensait pas, ai-je dit. Tu as essayé de trouver des excuses, mais ça, c'est ce qui s'est passé. Et elle est passée juste à côté de toi comme si tu étais un manteau vide sur le sol. » La voix de Delora a finalement trouvé sa forme. Ce n'est pas une mauvaise personne. Il est juste dépassé. J'ai reculé ma chaise. Tu as dit cette phrase pendant 20 ans. Quand il m'a cassé le nez en 5e, tu l'as dit aussi. Quand il m'a enfermé dehors dans la cour toute la nuit pendant que tu dormais, pieds nus en hiver, tu m'as dit que je l'avais sûrement provoqué. Elle a détourné le regard. Dis-moi quelque chose, dis-je, la voix basse. M'as-tu jamais cru? Ne serait-ce qu'une seule fois. La mâchoire de Delora s'est crispée. Tu as toujours été si bruyante, Greta. Si on demande. J'ai ri, un rire amer et petit. Peut-être que j'étais juste là, et que c'était trop. Je n'ai pas attendu de réponse. De retour à la table, j'ai rédigé un courriel. Pas d'objet, juste une image fixe de la vidéo, Delora en pleine chute, le carrelage à quelques centimètres de sa tête. Je l'ai envoyé à l'adresse professionnelle de Kellen. Pas de message, pas d'explication, juste la vérité. Il a fallu moins de 30 minutes pour que Reva appelle. « Qu'est-ce que tu essaies de faire ?» a-t-elle sifflé au téléphone. « Tu veux tout gâcher? Tu penses qu'une vidéo granuleuse va changer quelque chose ?» J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai dit d'un ton égal, « Je n'ai même pas encore commencé. » Clic, je me suis penché en arrière dans le fauteuil, écoutant le radiateur siffler contre le froid. Il ne s'agissait plus de vengeance. Pas maintenant. Il ne s'agissait pas de les faire souffrir. Il s'agissait de leur couper l'accès à elles, à ce qu'ils avaient pris, à ce qu'ils croyaient encore leur appartenir. J'ai ouvert un modèle de document juridique et j'ai commencé à taper. Maltraitance de personnes âgées, coercition financière, agression physique. Nom, date, lieu, fichier de preuve joint. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à un contact que je n'avais pas utilisé depuis des années, Kazeil, une infirmière avec qui je travaillais et qui faisait maintenant du travail social pour le comté. Quand elle a répondu, sa voix s'est fêlée de familiarité. Greta? Est-ce que tout va bien? Non, ai-je dit, mais je crois que je sais enfin quoi faire. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Je lui ai tout dit, pas seulement l'incident, mais le schéma, les années de silence, l'innocence fabriquée, le transfert de propriété, les dossiers médicaux, la vidéo du téléphone. Elle n'a pas interrompu une seule fois. À la fin, elle a dit doucement, « Je peux déposer une demande d'évaluation d'urgence. Cela déclenchera une visite à domicile. Si ça tient, ça ira au tribunal. Fais-le, ai-je dit. Aujourd'hui. J'aurai besoin d'une déclaration. Je te l'enverrai dans l'heure. » Le soir, j'avais fait plus de paperasse que durant les 2 derniers mois. Mes mains étaient raides, mais mon esprit était clair. Delora est restée silencieuse la majeure partie de la journée, les yeux fixés sur la fenêtre comme si elle regardait une tempête arriver. Je me suis assise en face d'elle, des dossiers empilés entre nous. « Tu fais tout ça pour quelqu'un qui ne t'a jamais cru ?» a-t-elle dit. « Non, ai-je répondu. Je le fais pour quelqu'un qui mérite de se croire enfin elle-même.
Nous n'avons pas parlé après ça. Je me suis couché juste après minuit. La chambre était sombre, le chauffage bourdonnait d'un rythme sourd. Quelque temps avant l'aube, je me suis réveillé au son du téléphone de la réception qui sonnait dans le couloir. Je n'ai pas bougé. Je suis resté allongé là, les yeux grands ouverts, pensant à la salle d'audience, parce que je savais que ça arrivait. Et cette fois, je n'y entrerai pas en tant que la fille oubliée. Dès l'instant où nous avons franchi les portes du palais de justice, tout a ralenti. Les caméras ne flashaient pas. Elles clignotaient, subtiles et constantes, comme des yeux attendant de prendre quelqu'un au dépourvu. Les journalistes chuchotaient dans de minuscules microphones, leurs yeux me scrutant, puis se tournant vers Delora, qui marchait à mes côtés à pas lents et mesurés. Elle était vêtue d'une de mes vieilles vestes, quelque chose de simple mais chaud, qui avalait sa petite silhouette. Son silence était assourdissant, mais sa posture droite, composée en disait long. Nous avons passé les détecteurs de métaux, le couloir résonnant du bourdonnement silencieux de l'anticipation. Une femme du bureau du greffier nous a conduites dans la salle d'audience où la juge était déjà assise. Je pouvais sentir les yeux de Kellen sur moi avant de le voir. Il était habillé pour impressionner, bien sûr, costume sombre, col impeccable, épingle de cravate en argent. Une image de retenue et de professionnalisme, comme s'il était celui qui déposait la requête au lieu de se défendre contre elle. Reva était assise à côté de lui dans un manteau sur mesure, le téléphone serré dans sa main manucurée. Leurs expressions étaient contrôlées mais tendues. Ce n'était pas une réunion. C'était la guerre. Je me suis levé alors que la juge commençait l'appel et présentait la nature de l'audience d'urgence. Mes mains reposaient sur le dossier que j'avais apporté. Documents, courriel, horodatage et la vidéo. Ma voix n'a pas tremblé lorsque j'ai présenté la requête pour la tutelle légale, ni lorsque j'ai poursuivi avec une demande formelle d'ordonnance restrictive contre Kellen et Reva. J'ai soumis la transcription de la vidéo. J'ai offert l'enregistrement complet comme preuve. La juge hochait la tête de temps en temps, feuilletant les papiers sans commentaire. Son visage ne trahissait rien. Puis ce fut leur tour. Kellen se leva lentement, époussetant une poussière imaginaire de sa manche. « Votre honneur » commença-t-il, la voix douce et confiante. « Nous sommes profondément préoccupés par le bien-être de ma mère. Mais ces accusations, elles sont le produit de tensions de longue date au sein de la famille. Ma sœur est distante depuis des années. Elle a du mal avec la régulation émotionnelle. Toute cette affaire est le résultat de ressentiments. Des fabrications d'une sœur amère. » Reva intervint, sa voix sirupeuse. Greta a toujours eu des problèmes pour attirer l'attention. Nous avons essayé de soutenir Delora, mais elle était confuse, oublieuse. Nous avons dû faire des choix difficiles. Je n'ai pas réagi. J'ai juste regardé la juge. Elle n'a pas regardé en retour. Puis, doucement, elle s'est tournée vers Delora. « Madame Vaughn, » dit la juge, « souhaitez-vous prendre la parole ?» Delora est restée assise longtemps sans répondre. Un temps, puis un autre. La salle est devenue silencieuse. Même les journalistes se sont penchés en avant, le souffle coupé. Finalement, elle s'est levée. Sa voix n'était pas forte. Elle ne résonnait pas, mais elle a traversé la pièce comme du verre. J'avais l'habitude de penser que la douleur signifiait l'amour, dit-elle. Que si quelqu'un vous criait dessus, cela signifiait qu'il faisait encore attention. Que s'il vous frappait, il se souciait assez pour rester. Je ne crois plus à ça. Personne n'a bougé. Pas même Kellen. Elle l'a regardé, juste regardé, puis s'est rassise. C'était tout. La juge s'est éclaircie la gorge et s'est tournée vers moi. Nous nous réunirons dans 72 heures pour une délibération formelle, mais pour l'instant, Mademoiselle Vaughn conservera la tutelle temporaire. Les ordonnances restrictives sont accordées. À l'extérieur du palais de justice, l'air était vif, le soleil d'hiver bat derrière les arbres. Avant que je puisse mettre le pied sur le trottoir, Reva était sur moi. « Tu viens d'humilier ta famille », siffla-t-elle. « Cette vidéo, tu l'as montée. » Je n'ai pas haussé la voix. Elle est authentifiée. J'ai des copies et des témoins maintenant. Elle a ri une fois, un rire amer et bref. Tu n'as pas à jouer les saintes. Tu l'as abandonné pendant des années. Je suis parti pour survivre, dis-je. Vous êtes resté pour contrôler. Elle m'a foudroyé du regard, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. De l'incertitude. Cette nuit-là, mon ordinateur portable a gelé en pleine sauvegarde.
Au début, j'ai pensé que c'était un bug système, mais ensuite une fenêtre pop-up s'est ouverte. Chemin de fichier introuvable, suivi d'une autre et d'une autre. Tout avait disparu. J'ai vérifié mon disque de sauvegarde. Corrompu. Mon estomac s'est noué. J'ai attrapé mon téléphone, me suis connecté à mon lecteur cloud. C'était encore intact. Dieu merci. Le lendemain matin, la campagne de dénigrement avait commencé. Des publications anonymes sur les forums locaux, des accusations d'exploitation de personnes âgées, des captures d'écran fabriquées me montrant en train de transférer de l'argent des comptes de Delora, des photos de moi avec des clients déformés en fausses histoires. Mais je m'y attendais. J'ai contacté une journaliste en qui j'avais confiance, Maya Walsh, une reporter qui avait déjà écrit sur des cas de maltraitance de personnes âgées. Nous nous étions rencontrés à une conférence sur la politique de santé il y a 3 ans. Je lui ai envoyé un message, « Tu veux une histoire ? Voici ce dont les fils qui réussissent s'en tirent. » J'ai téléchargé un extrait partiel de la déclaration de Delora au tribunal sur un site de défense des droits avec une portée nationale. Je ne l'ai pas étiqueté avec des noms. Je n'ai même pas expliqué. Les mots parlaient d'eux-mêmes. En quelques heures, les commentaires ont afflué. Elle ressemble à ma mère. J'ai vécu ça. Je pensais être la seule. Le message était clair. Nous n'étions pas seuls. Le silence qui les avait protégés pendant des décennies se fissurait. Le lendemain, alors que je sirotais un café tiède du distributeur du motel, je regardais les notifications s'accumuler. Puis mon téléphone a vibré avec un nouveau titre, « Kellen Vaughn s'adressera aux allégations de maltraitance lors d'une conférence de presse aujourd'hui à midi. » J'ai souri, calme et prête, parce que je savais ce qui allait arriver. Je me tenais sur les marches du palais de justice, téléphone à la main, manteau zippé jusqu'à la gorge. Le vent était implacable, tirant sur mes manches et mordant ma peau, mais je le sentais à peine. Mes yeux restaient rivés sur l'écran. La conférence de presse de Kellen venait de commencer. Il jouait parfaitement son rôle, calme, calculateur, vêtu de bleu marine avec une pochette de costume qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Reva se tenait légèrement derrière lui, ses lèvres peintes d'un rose doux et non menaçant, sa posture juste assez inclinée pour paraître solidaire mais pas assertive. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu sembler être un front uni. Pour moi, c'était de la chorégraphie. Il a commencé par une déclaration préparée, bien sûr. Nous sommes navrés par les fausses accusations qui ont fait surface, dit-il, les mains soigneusement jointes sur le podium. Notre famille a toujours privilégié la compassion et le soin pour notre mère. Compassion. Ce mot a failli me faire rire. Il a continué, brossant un tableau de troubles familiaux, d'incompréhension générationnelle et de déclin mental. Greta, dit-il, utilisant mon nom comme s'il en avait gagné le droit, est éloignée de notre famille depuis des années. Elle est blessée. Et parfois les gens blessés se déchaînent. C'était du contrôle des dommages de Manuel. Me faire passer pour instable. Se positionner comme le fils patient et accablé. Laisser le public combler les vides. Les journalistes hochaient la tête. Certains griffonnaient des notes. Quelques-uns semblaient sceptiques, mais personne n'interrompait. Pas encore. J'ai rafraîchi le chat de la diffusion en direct. Les chiffres grimpaient. Spectateurs, commentaires, réactions. Et puis c'est arrivé. L'écran a légèrement glitché. Une bannière de notification a glissé en bas de la vidéo, nouvelle vidéo téléchargée, anonyme. Ce n'était pas de moi. La conférence de presse ne s'est pas arrêtée, mais l'énergie a changé. Quelques journalistes ont jeté un coup d'œil à leur téléphone. Une femme, au premier rang, a visiblement pâli et a levé la main. « Monsieur Vaughn, dit-elle, pouvez-vous expliquer cet enregistrement audio qui vient de faire surface ?» Kellen a cligné des yeux. « Je suis désolé. »« Quel audio ?» La journaliste n'a pas attendu. Elle a appuyé sur lecture sur son téléphone, le tenant près de son micro. Sa voix a rempli l'espace, « Cette vieille femme est un boulet. Gèle-la si tu dois le faire. » Des halètements. Des vrais. Il s'est figé juste une seconde, puis s'est penché vers le podium. C'est clairement sorti de son contexte. Un autre journaliste a coupé. « Monsieur Vaughn, est-ce votre voix ?» Il a hésité. C'est tout ce qu'il a fallu. Reva a fait un demi-pas en arrière, son visage se vidant en temps réel. Et d'un coup, l'illusion soigneusement composée s'est fissurée.
Le clip s'est propagé rapidement. Reddit, Twitter, Facebook. En quelques minutes, le hashtag FreezerOut d'ISGella est devenu tendance à l'échelle nationale. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. La vérité avait des jambes. Les journalistes criaient. Les caméras se sont avancées. Kellen a essayé de reprendre le contrôle, de rediriger, de faire appel à l'émotion, d'accuser les deepfakes, mais il était trop tard. La phrase était là, résonnant plus fort que tout ce qu'il pouvait inventer. Reva semblait prête à fuir. Elle s'est penchée près de lui, sans se rendre compte que son micro était toujours allumé. Je t'avais dit que ce message vocal referait surface. Tu ne supprimes jamais rien, Kellen. Il lui a lancé un regard assez aiguisé pour couper du verre. J'ai regardé tout cela se dérouler en direct. Toujours debout sur les marches du palais de justice, toujours enveloppé dans ce vieux manteau, toujours ayant froid. Mais quelque chose avait changé. Je n'ai pas divulgué le clip. Quelqu'un d'autre y avait accès. Quelqu'un en avait finalement eu assez. Mon téléphone a sonné quelques minutes plus tard. Maya, la journaliste à qui j'avais parlé plus tôt. C'est toi qui as divulgué ça, a-t-elle demandé. J'ai souri. Non. Eh bien, c'est partout. Bien. Je peux te citer? Tu peux citer ceci, dis-je. Je n'ai pas eu besoin de le divulguer. La vérité court toute seule. Cette phrase s'est retrouvée partout, dans les gros titres, les mèmes, les t-shirts. Mais ce n'était pas une question de publicité. Des groupes communautaires ont commencé à me taguer dans leurs publications, des pages de plaidoyer, des forums sur la santé mentale, des sites de sensibilisation aux soins des personnes âgées. Un message disait « Vous avez donné une voix à ce que nous avons toutes vécu ». Un autre « Merci d'avoir prouvé que le silence n'était pas de notre faute ». Pendant ce temps, de retour au motel, Delora regardait la conférence de presse du bord du lit. Elle n'a pas dit grand-chose, elle a juste regardé. Quand l'audio a été diffusé, je l'ai vue tressaillir. Pas comme si elle était surprise, mais comme si elle se souvenait de chaque fois qu'elle s'était convaincue que cela ne s'était pas produit. Il a vraiment dit ça, a-t-elle murmuré. J'ai toujours cru que j'imaginais. Je me suis assise à côté d'elle. Elle ne m'a pas regardé. Je n'ai pas forcé le moment. Elle a tendu la main vers la mienne. C'était suffisant. Plus tard dans la nuit, alors que je tapais une chronologie pour l'article de suivi de Maya, mon téléphone a vibré avec un nouveau numéro. J'ai répondu. Tu penses que c'est fini, a grogné la voix, masquée, mais pas anonyme pour moi. C'est toi la prochaine. Je n'ai pas scié. Je ne l'ai pas enregistré. Je ne me suis pas donné la peine de tracer le numéro. Au lieu de cela, j'ai envoyé un seul message en retour. Bien. Alors je sais que vous regardez. Parce que cette fois, il ne me regardait pas seulement moi. Il regardait les conséquences. Le loquet a cliqué sous ma main. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ouvert la porte d'entrée de la maison de mon enfance sans hésitation, sans excuse, et surtout, sans demander. Je n'ai pas frappé. Je ne me suis pas arrêté. Je suis entré dans l'espace comme s'il m'appartenait parce que légalement, pour le moment, c'était le cas. Delora n'était pas avec moi cette fois-ci. Elle est restée au motel, blottie sous des couvertures avec Avery à côté d'elle, dessinant tranquillement, des crayons de couleur éparpillés sur le lit. J'avais remis les documents juridiques au tribunal ce matin-là. Il était maintenant temps de les livrer. Personnellement. La maison était trop calme. La lumière du milieu de matinée filtrait à travers les rideaux à moitié tirés, projetant de longues lignes sur le tapis du salon. L'odeur de nettoyant aux agrumes s'accrochait à l'air comme si quelqu'un avait essayé de faire disparaître la culpabilité en frottant. Je suis resté juste à l'intérieur, laissant la porte se refermer derrière moi avec un bruit sourd qui semblait se répercuter à travers les murs. Kellen est apparu du couloir, déjà agité. « Tu es entré comme ça » a-t-il lancé sèchement. Je n'ai pas scié. Je ne suis pas venu pour gagner. Je suis venu pour y mettre fin. Il m'a regardé, la mâchoire serrée, l'incrédulité luttant contre la rage derrière ses yeux. Tu penses avoir un moyen de pression? Ce petit spectacle que tu montes, ça ne tiendra pas. Tu as assez embarrassé cette famille. Il ne s'agit pas d'embarras, dis-je en m'avançant. Il s'agit de responsabilité. Quelque chose que tu as esquivé toute ta vie. Il s'est avancé vers moi plus lentement cette fois, mais chaque pas irradiait l'hostilité.
Tu as toujours joué la victime, Greta. Depuis que nous sommes enfants. Tu n'as jamais supporté de ne pas être le favori. Ce mot a déclenché quelque chose de profond, quelque chose de poussiéreux que je n'avais pas touché depuis des années. Je n'étais pas la favorite parce que je ne mentais pas pour toi, dis-je. Je ne poussais pas les filles dans la cour de récréation en attendant que maman nettoie les dégâts. Je n'ai pas poussé ma petite sœur dans les escaliers en prétendant que c'était un accident. Ses narines se sont dilatées. C'est de ça qu'il s'agit? Tu es encore bloqué sur quelque chose qui s'est passé quand on avait quoi, 9 ans? Non, dis-je, plus fort maintenant. Je suis bloqué sur le fait que tu n'as jamais, pas une seule fois, assumé tes responsabilités. Ni à l'époque, ni maintenant. Tu as transformé maman en une marionnette, Reva en ta manipulatrice, et cette maison en un mensonge. Reva est entrée de la cuisine, tenant son téléphone. Est-ce une performance, Greta? Parce que si c'est le cas, tu devrais peut-être amener une équipe de tournage la prochaine fois. Pas besoin, ai-je répondu. J'ai apporté quelque chose de mieux. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe. Ceci, dis-je en l'attendant, est une révocation formelle de votre procuration. Et ceci, j'ai tapoté le deuxième document, est une requête pour une tutelle permanente. La date d'audience est fixée à jeudi prochain. Et j'ai déposé une demande d'ordonnance de protection. Il vous est interdit de contacter ou d'approcher de Laura à nouveau. Kellen a ricané. Pour qui te prends-tu? Je pense que je suis la personne que vous auriez dû cesser de sous-estimer il y a 10 ans. Un petit bruit a attiré notre attention. Des pas légers dans les escaliers. Avery. Elle se tenait à mi-hauteur de l'escalier, serrant une feuille de papier, un dessin. Ses yeux ont rencontré les miens, puis se sont tournés vers ses parents. Je veux vivre avec tante Greta, dit-elle doucement. La pièce s'est figée. Le sourire de Reva a vacillé. Chérie, ne. Je ne veux plus rester ici, dit Avery, la voix ferme. Je suis fatigué. Reva s'est avancée vers elle, tendant la main. Tu ne le penses pas? Avery a reculé d'un pas. Si, je le pense. J'étais stupéfaite, mais je n'ai pas interrompu. J'ai laissé le moment vivre. La voix de Kellen est devenue sèche. C'est de la manipulation. Non, dis-je, c'est de la clarté. Il s'est avancé vers moi, le doigt pointé. Tu vas le regretter. Tu la retournes contre son propre père. Elle se tourne vers la sécurité, ai-je répondu. Tu ne contrôles plus le récit. Son sang-froid s'est fissuré. Espèce de petite ingrate. J'ai haussé la voix juste assez. Tu peux crier, ou tu peux partir. À ce moment, 2 agents sont entrés par la porte d'entrée. Calme, professionnel. Ils avaient l'ordonnance que j'avais déposée plus tôt. Un agent s'est approché de Kellen. Monsieur Vaughn, nous allons devoir vous demander de venir avec nous pour une période de séparation temporaire. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais vous êtes en violation d'une ordonnance de protection si vous restez ici. Vous plaisantez, j'espère, marmonna Kellen. Reva a commencé à protester, essayant d'argumenter, mais aucun des agents ne lui a prêté attention au-delà d'un poli « Madame, reculez ». Kellen n'a pas lutté. Il n'a pas crié. Il s'est laissé emmener, le visage brûlant de rage, mais sans endroit où la déverser. Reva se tenait au centre de la pièce, paraissant soudainement très petite. « J'espère que tu es heureuse », a-t-elle craché. « Je ne le suis pas, dis-je. Mais je n'ai pas honte non plus. » Elle n'a pas répondu. Plus tard dans l'après-midi, après que tout se soit calmé, j'ai traversé le salon. Le silence semblait différent maintenant, moins comme un évitement, plus comme une guérison. C'est là que j'ai vu Laura. Elle est descendue lentement les escaliers, une main sur la rampe. Elle portait un pull que je n'avais pas vu depuis des années, un des vieux pulls de papa. Dans son autre main, elle tenait un cadre photo. Elle n'a pas dit un mot. Elle a posé la photo sur la cheminée. C'était la vieille photo de famille, celle du dimanche de Pâques, celle dont il m'avait recadré. Celle-ci n'était pas recadrée. Mon visage était là. Le silence entre nous n'était pas froid. Il était honnête. Et pour la première fois de ma vie, il ne faisait pas mal. C'était un jeudi matin quand je suis revenu à la maison. Pas l'ancienne, la maison de la famille Vaughn n'était plus qu'une ligne dans un dossier, mais la location calme, de plein pied, nichée derrière une école primaire et une série de petites boutiques usées par le vent.
La neige de la semaine dernière avait presque entièrement fondu, laissant derrière elle des plaques d'herbe brune et des trottoirs boueux. Je ne m'attendais à rien en entrant. Je ne cherchais rien non plus. Mais c'était là. Une simple enveloppe, unie et pliée en deux, posée sur la table de la cuisine. Pas de nom sur le devant, pas d'adresse, juste l'écriture de ma mère, le genre que je n'avais pas vu depuis des années. Incliné, en boucle, trop soigné pour être spontané. Je me suis assise avant de l'ouvrir. Je ne voulais pas de grandes excuses. Je ne savais même pas si je pouvais en supporter. J'ai déplié le papier lentement, comme s'il pouvait se désintégrer avec l'âge, même s'il avait clairement été écrit ce matin-là. On ne peut pas réparer ce que j'ai gâché, disait la lettre. Mais tu es venu. Tu ne m'as pas laissé geler 2 fois. C'est plus que ce que je mérite. C'était tout. Pas de « je suis désolé ». Pas de signature. Mais d'une certaine manière, c'était suffisant. J'ai fixé la lettre pendant un long moment, puis je l'ai repliée le long du pli et je l'ai glissée dans un livre de poche que je n'avais jamais fini. Le livre parlait de femmes qui disparaissent, physiquement, émotionnellement, des photos, des souvenirs, de l'histoire. Je l'avais commencé dans un avion pour Denver il y a 3 ans et l'avais abandonné à mi-chemin. Maintenant, cela semblait être le bon endroit pour laisser ces mots. Pas oublié, juste classé. Les jours ont évolué différemment après cela. Sans les appels de la presse et les audiences au tribunal, le monde autour de moi a ralenti à un rythme dont je n'avais pas réalisé qu'il me manquait. Je travaillais toujours à distance, en tant que consultante pour des programmes de soins aux personnes âgées, et dans des organisations à but non lucratif à rédiger des politiques qui pourraient réellement protéger quelqu'un la prochaine fois. Mais la plupart des jours, je passais les matinées à la fenêtre avec un café, à regarder passer les bus scolaires. Certains jours j'écrivais, mais la plupart du temps je lisais. Je répondais à des courriels de personnes que je n'avais jamais rencontrées. J'ai vu votre histoire, commençait-il. J'ai été elle un jour. Certains écrivaient depuis des lits d'hôpital. D'autres depuis des maisons de retraite. Quelques-unes étaient des filles comme moi. Certains étaient des fils qui avaient vu leur mère se rétrécir sous le poids de fils comme Kellen. Je ne leur répondais pas à tous. Mais je lisais chacun d'entre eux. Delora a changé, aussi. Pas de façon spectaculaire, pas à la manière d'un montage de film, mais par de petits changements constants. Elle a commencé à prendre ses médicaments régulièrement. Elle posait moins de questions sur des choses qui n'arrivaient pas. Elle a cessé de parler de Kellen. Nous ne parlions pas de lui, non pas par évitement, mais parce que nous n'en avions pas besoin. Le silence entre nous n'était plus tendu. Il était respectueux, comme si nous apprenions toutes les deux à respirer dans le même espace sans nous étouffer. Le dîner était simple la plupart des soirs, pâtes, soupe, la cocotte surgelée occasionnelle que je chauffais trop longtemps ou pas assez. Avery dessinait généralement à table, ses crayons de couleur déteignant dans les coins des serviettes. Delora la regardait parfois avec une expression qui disait à la fois regret et soulagement. Elle ne le dirait jamais, mais je pouvais le voir. Elle essayait. Reva a disparu de la scène publique. Après le fiasco de la conférence de presse et l'audio divulgué, son agence immobilière l'a licenciée. Son nom s'est effacé des événements communautaires qu'elle organisait autrefois. Les comptes de médias sociaux sont devenus silencieux. Kellen n'a pas fait face à des accusations, pas officiellement. La charge de la preuve dans les cas de maltraitance de personnes âgées était toujours élevée. Mais il a perdu son emploi. Ses clients se sont retirés. La porte de son bureau, autrefois gravée de lettres d'or, appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. J'ai entendu par un ancien camarade de classe qu'il avait quitté la ville, déménagé quelque part de plus chaud. En Floride, peut-être. Cela n'avait pas d'importance. Les conséquences ont de nombreux visages. Tous ne ressemblent pas à des menottes. Une semaine après le début du mois de mars, la neige est revenue, une légère couche d'abord, puis plus épaisse pendant la nuit. Je me suis réveillé tôt le samedi, j'ai enfilé des bottes et je suis sorti dans le jardin avec Avery. Elle était encore en pyjama, la veste zippée, les gants à l'envers. Nous nous sommes agenouillés dans le jardin ensemble, ce qui était autrefois une parcelle de mauvaises herbes et de branches cassées. Je lui ai tendu une poignée de bulbes de jonquilles. Ils ont l'air morts, dit-elle en piquant un avec sa moufle. Ils ne le sont pas, lui ai-je dit. Ils ont juste besoin de temps. Et du bon endroit pour revenir. Elle a creusé un trou peu profond, a placé le bulbe dedans comme si c'était quelque chose de sacré. Est-ce qu'ils reviendront, a-t-elle demandé.
Si on s'en occupe? Oui. Même ceux qui sont gelés. Elle a hoché la tête et a recouvert doucement le bulbe, tapotant la terre comme une couverture. Nous avons fini de planter 3 rangées. Le ciel était doux au-dessus de nous, des nuages bas se déplaçant lentement comme s'ils étaient fatigués, eux aussi. De retour à l'intérieur, Delora se tenait près de la fenêtre, une tasse à la main. Elle n'a rien dit, elle nous a juste regardés. Plus tard dans la nuit, alors qu'Avry dormait et que la maison se calmait, je me suis assise sur le canapé, la lettre toujours nichée dans ce livre inachevé sur l'étagère derrière moi. J'ai pensé à tout ce qui avait été pris les années, la chaleur, les noms effacés et remplacés. Mais j'ai aussi pensé à ce que nous avions planté. Certaines familles, ai-je murmuré à personne en particulier, sont construites sur des noms. D'autres sont construites sur la guérison. Je n'ai pas eu une fin parfaite, mais j'ai eu la paix. Et c'est suffisant. Et cette fois, quand la neige est venue, elle n'a pas fait mal. Elle a adouci. Parfois, les vérités les plus difficiles que nous affrontons sont celles enfouies au sein de notre propre famille. Greta n'a pas cherché à punir, elle a cherché à protéger. Et ce faisant, elle a découvert une vérité plus profonde, tout lien de sang n'est pas de l'amour, et tout silence n'est pas la paix. Avez-vous déjà dû vous opposer à quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue? Dites-le moi dans les commentaires.